C'est assez fou le nombre de préjugés que véhicule le marketing. Si on se place du côté consommateur, un produit marketing, c'est forcément un produit totalement inutile. Et quand une PME parle marketing, elle a l'impression d'avoir à affronter une discipline d'une complexité extraordinaire qu'évidemment elle n'osera jamais mettre elle-même en œuvre. En fait, ce ne sont que des préjugés. Le marketing, c'est vrai que de nombreuses écoles de commerce entretiennent finalement ce préjugé du marketing compliqué. Il faut bien qu'elles justifient des études souvent très très chères. C'est compliqué parce que il faut intégrer une grande école après le bac, et en plus, les études sont longues et difficiles. Et c'est d'ailleurs une complexité renforcée par tout le discours véhiculé aujourd'hui sur la toile, parce qu'il y a de nombreux experts en marketing qui s'expriment sur des blogs, dans des conférences, etc. Et qu'on a l'impression que finalement le marketing, c'est une discipline pour quelques grandes sociétés, mais surtout pas pour la majorité des entreprises de notre pays. Et d'ailleurs, c'est d'autant moins pour les petites entreprises que le marketing, c'est cher, extrêmement cher. Les sommes dépensées par des annonceurs comme L'Oréal, Renault, Danone, à la télévision, c'est vrai, sont gigantesques. Et la majorité des entreprises se disent, ça c'est pas pour moi, c'est hors de ma portée. Et puis de toute façon, quand on lit un peu les revues scientifiques qui traitent de marketing, on s'aperçoit que dans plus de 9 cas sur 10, les produits lancés, finalement, aboutissent à un échec. Alors, certainement dû à une mauvaise mise en œuvre des programmes marketing, mais surtout d'ailleurs, simplement parce que de nombreuses entreprises lancent des produits sans faire de marketing, et là, c'est dans la majorité des cas également l'échec assuré. De toute façon, faire du marketing, les consommateurs n'aiment pas ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Un produit marketing, c'est un mauvais produit. Cela étant, les produits qui ont été soutenus par un bon marketing, les consommateurs les achètent. C'est pas parce que le mot marketing est devenu quasiment une insulte que les produits qui ont bénéficié d'un bon marketing ne sont pas achetés par les consommateurs, bien au contraire. Et puis, comme si tout ne suffisait pas, aujourd'hui, finalement, les marketeurs, les professionnels, les conseils, les experts rajoutent encore une couche de complexité avec des grands mots comme aujourd'hui, le dernier à la mode, c'est le big data. Il y a des données partout, c'est gigantesque. Il faut se doter de moyens énormes pour pouvoir traiter toutes ces données. Préjugés. Le marketing, c'est pas compliqué. C'est souvent un petit peu de bon sens, un petit peu d'opportunité. En 2003, un jeune étudiant en informatique a décidé de lancer un blog qui s'appelle La Fraise, un nom si sympathique, pour permettre à des gens qui dessinaient des t-shirts de publier leurs dessins et à d'autres personnes de passer commande. Mais c'était vraiment un tout petit truc totalement informel. Et très rapidement, ce fut un succès considérable parce qu'il y avait vraiment une attente des gens qui aimaient les t-shirts d'avoir des choses un peu plus customisées, qui correspondaient un peu mieux à leurs besoins. Plus récemment, voyant monter les nouvelles pratiques de déplacement, notamment le covoiturage, Blablacar s'est lancé pour donner la possibilité à des tas de gens qui ne se connaissaient pas, justement, de se mettre en relation et de se déplacer. Aujourd'hui, Blablacar, quelques années, est devenu un acteur incontournable. Et tout ça simplement en regardant les tendances de société, en écoutant un peu les besoins des consommateurs et en lançant un produit hyper simple et totalement adapté à leurs besoins.
c'est cher. C'est vrai. On sait que la vidéo des bébés rollers de Evian a fait un carton sur les médias sociaux, notamment YouTube. Plus de 25 millions de vues. Mais pour réaliser ce spot, ça n'était pas donné. D'une part, la marque a utilisé un rappeur américain pour faire la musique, extrêmement connu de l'autre côté de l'Atlantique, et extrêmement cher. Et puis de toute façon, les bébés, a priori, ils tiennent pas sur des rollers comme ça, donc il fallait une kyrielle d'effets spéciaux. Donc un succès, mais un succès très cher. Quand il y a quelques années, les gens de Lagardère Active Publicité ont voulu faire une campagne pour montrer l'efficacité de leurs médias, ils ont mis des tas de petits posters dans les rues, ils ont mis des tas de petits flyers, ils ont utilisé les médias sociaux, etc. pour faire une campagne qui s'appelait Emma je t'aime, signé Paul. On en a parlé. Et juste ce petit coup de pub, ça coûtait 6 millions. Mais d'un autre côté, quand Blendtec, qui est une marque de blender aux USA, vous savez, ces machines à broyer la glace, a voulu montrer l'efficacité de son produit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste lancé un site internet et dit aux consommateurs, on est les meilleurs, on est les plus costauds, donc lancez-nous un défi et on vous montrera qu'on peut tout broyer. Et ça leur a coûté un investissement de quelques produits comme des iPhones, parce que les gens aiment bien ces produits, et donc ils ont broyé le produit et ils ont fait la preuve que leur blender était très costaud, d'une part, et d'autre part, vu le nombre de gens qui ont voulu voir comment on pouvait broyer un iPhone, comment on pouvait broyer un iPad, etc., franchement, ils ont attiré une foule gigantesque avec simplement une bonne idée, et ils ont démontré la qualité, la robustesse de leurs produits. Est-ce que c'est efficace? Bien sûr. Carambar annonce qu'ils vont arrêter de mettre des blagues. Juste cette annonce, et c'était 950 mentions dans les grands médias, 55 000 tweets pour relayer l'information, et au total, 150 millions de personnes exposées à l'information, qui était évidemment une blague, comme toutes les blagues Carambar. Ça leur a coûté quoi? Rien, puisque un tweet, c'est gratuit, et tout le reste, c'est la machine qui a fonctionné. Évidemment, il y avait Carambar qui pouvait le faire, puisque c'était les seuls à faire des blagues. En fait, pour faire du marketing, il y a 2-3 règles à suivre, et puis après, ça fonctionne. La première règle, peut-être la plus fondamentale, c'est le personnage le plus important dans une entreprise, c'est son client, c'est le consommateur. On ne fait pas du marketing sans partir du consommateur, se demander ce que souhaite le consommateur. Sinon, on arrive à des produits qui amusent les collaborateurs, mais qui ne se vendent pas. Ah, la R&D est contente, ils ont fait un truc génial. Les consommateurs, c'est des imbéciles, ils n'ont pas compris que le truc était génial. Ben non, c'est le consommateur qui paye. Donc si le consommateur pense que le produit n'est pas bon, il n'achète pas. Et c'est la R&D qui a tort. Alors, pour connaître le consommateur, évidemment, il y a des tas de techniques compliquées, d'études de marché, etc. Il y a d'ailleurs des techniques extrêmement simples d'études de marché, et des fois, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup en études pour obtenir des résultats importants. Mais même parfois, il suffit d'un peu de bon sens. J'ai un produit, bon, je sais, c'est un produit alimentaire, les gens l'ont goûté, ils aiment bien, mais il se vend pas. Pourquoi? Eh bien, peut-être que d'aller simplement dans une grande surface, regarder la façon dont les gens prennent le produit, recherchent des informations, trouvent ou pas ces informations, parfois, ça donne suffisamment d'idées pour modifier un packaging et faire qu'un produit qui était un échec devienne un succès. Donc, on voit aller vers le consommateur, ça signifie pas
dépenser des sommes folles en études compliquées. Ça suffit souvent un peu de bon sens, un peu d'observation, un peu d'humilité pour aller au-devant du consommateur. Une fois qu'on a fait ça, il y a un certain nombre de règles, pas nombreuses, à apprendre. À la limite, on se méfiera de ces bouquins qui vous empilent les techniques, les machins, les trucs, etc. Il y a quelques fondamentaux. Par exemple, la SWOT analysis. La SWOT analysis, c'est l'analyse, alors c'est un terme évidemment anglais, les forces, les faiblesses, les opportunités, les risques. Ces 4 cases, c'est l'avantage que on peut mettre tout ce qu'on sait sur son marché, sur son produit, sur son entreprise dedans. Et c'est un gros avantage. C'est que ça permet de se différencier, de voir quelles sont les lignes de force que l'on a et qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement être unique sur son marché et être celui que les gens veulent acheter. Aujourd'hui, il y a certainement énormément d'opportunités en B2B sur l'analyse du big data. Tout le monde en parle, il y a des tas de choses, etc. Il y a énormément d'opportunités sur tout ce qui est le cloud computing, l'informatique déportée, etc., aussi bien en grand public qu'en business, etc., etc., etc. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme acteur? Et finalement, se lancer sur un marché où il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi énormément de compétiteurs, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Aujourd'hui, on parle énormément de consommation collaborative. D'ailleurs, il y a des entreprises comme Airbnb qui permet à des particuliers de louer des chambres à d'autres particuliers. C'est une bonne alternative à l'hôtellerie. C'est un succès extraordinaire. Airbnb est le premier au monde. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de venir se coller sur ce marché et finalement se dire oh, il y a eu la place pour un premier, ben moi je vais me lancer aussi? Ben non, on ne sera jamais que le deuxième. Et il vaut mieux trouver le moyen d'être original que d'être le deuxième. Et puis, troisième chose importante, le paysage a beaucoup changé. Lorsque les livres majeurs du marketing, je ne citerai personne, mais certains sont des bibles très épaisses, ces ouvrages ont été rédigés, le web 2.0, même Internet, n'existait pas. Alors, ils se sont adaptés. Mais il y a une différence entre essayer de s'adapter à une société qui évolue et de redire, ok, la société maintenant, elle est là, et qu'est-ce que je peux faire pour profiter des opportunités aujourd'hui, par exemple des médias sociaux? En fait, on va s'apercevoir que les médias sociaux, le web conversationnel, etc., ont complètement redistribué les cartes et que de petites entreprises peuvent challenger de grandes. À la limite, une petite société qui dialogue avec peu de consommateurs, mais qui réellement dialogue, c'est-à-dire que les gens lisent les offres mises sur une page Facebook ou sur d'autres pages personnelles de sites, etc., dialogue réellement, pose des questions, échange, etc., finalement, c'est peut-être 10 fois plus efficace que pour Nutella qui a, certes, des millions de fans sur Facebook, mais finalement, il n'y a aucun réel dialogue qui s'instaure. Et pour Nutella, une page Facebook, c'est guère plus efficace qu'un spot à la télévision, c'est exactement la même chose. Alors que pour une petite PME qui réellement instaure un dialogue, discute, voit comment faire évoluer ses collections, c'est nettement plus sympathique et nettement plus efficace. C'est très efficace en B2C, business to consumer, c'est peut-être aussi tout aussi efficace, sinon même plus, en B2C, en B2B, pardon, c'est-à-dire en business to business. Là, finalement, si on a des messages importants à faire passer, des bonnes idées, qu'on peut montrer qu'on est expert d'un sujet, on peut quasiment rivaliser avec de grandes entreprises. Une petite société de consulting qui sait passer des messages pertinents, qui va donner de bonnes idées sur des blogs, sur LinkedIn, sur des livres blancs, etc.,
finalement, pourra facilement rivaliser avec de très grosses sociétés de consulting qui risquent parfois d'effrayer les PME. Et puis, la société évolue. On a vu récemment le succès d'opérateurs étranges, ce qu'on appelle de C2C, le consumer, ou la consommation collaborative. Bref, des sites qui permettent à des consommateurs de faire du business avec d'autres consommateurs, du style Drivey qui permet à des particuliers de louer leur voiture à d'autres particuliers, des concurrents finalement d'Avis, Europcar, etc. KissKissBankCard qui permettent à des particuliers de prêter à d'autres particuliers, de donner de l'argent, Airbnb dont j'ai parlé, BlaBlaCar dont j'ai parlé, etc., etc. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de refaire Airbnb ou de refaire KissKissBankBank, etc. Il s'agit simplement de voir comment la société évolue, et elle évolue à une vitesse folle aujourd'hui, et de se placer sur les bonnes tendances, d'avoir les bonnes idées. C'est pourquoi cette formation marketing se divisera en 3 parties. La première, c'est l'étude du consommateur. C'est fondamental. On verra comment on peut soi-même, parfois, réaliser des études, et on peut réaliser des études pas chères, mais efficaces. Ou, quand il s'agit d'acheter des choses, on verra aussi que on peut se contenter de choses qui soient pertinentes sans être forcément compliquées. Mais par contre, nier le fait que le consommateur est le personnage clé est une stupidité fondamentale. Puisqu'on parle de fondamentaux, en effet, il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre, qu'il faudra voir. Une marque, ce n'est pas un produit ce n'est pas une marque. Réaliser une SWOT, ça permet de synthétiser un certain nombre de choses. Comprendre qu'une part de marché, c'est à la fois des clients, mais c'est aussi des concurrents. C'est fondamental, et que pour augmenter une part de marché, c'est pas toujours d'augmenter ses promotions dans un magasin, des fois c'est de trouver de nouveaux circuits de distribution. Et puis, une fois qu'on aura bien sûr, qu'on saura à qui on parle, qu'on saura comment lui parler, on verra aujourd'hui quelles sont les nouvelles opportunités. On verra comment, finalement, en allant avoir un discours totalement différent, en peer-to-peer, c'est-à-dire d'égal à égal avec le consommateur, avec ses clients, on peut finalement surfer sur la vague des médias sociaux et réussir. Et donc le but, c'est de vous permettre finalement d'écrire votre propre histoire. Un peu comme a fait Steve Jobs. Il a écrit son histoire, il a écrit une page de la téléphonie mobile, une page des tablettes, une page de l'informatique. Les exégètes du marketing parlent de storytelling. Je dirais simplement qu'il s'agit de vous donner la possibilité, vous-même, d'écrire à votre niveau l'histoire de vos produits et de votre entreprise, et de faire en sorte que les gens préfèrent vos produits, préfèrent vos marques, plutôt que celles de vos concurrents.